Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier numéro de Refaisons le monde avec nos clients. Ce rendez-vous initié par Equans France a vocation à être un lieu d'échange, de partage entre nous, entre les collaborateurs de Equans et nos clients. Le principe est simple, aborder un sujet d'actualité par un regard croisé entre deux experts, deux sachants. Un expert côté Equans et un expert côté client, qui pourra notamment témoigner de la mise en place de nos solutions par les équipes. Le format est clair lui aussi, 45 minutes composées de deux parties, 30 minutes d'échange, pour un échange entre nos experts pour faire le point sur un sujet ou un domaine d'activité, et une séance de questions-réponses d'une quinzaine de minutes en fin de cet échange. L'objectif est de vous permettre de découvrir des expertises, des solutions, des contraintes dans leur mise en œuvre, mais aussi des résultats qui ont pu être obtenus. Ce rendez-vous est l'occasion de poser vos questions, toutes vos questions. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez toutes les poser grâce à la boîte de dialogue qui est présente dans votre interface Teams. Sans plus attendre, je vous présente nos deux invités qui ont accepté d'échanger sur une double technologie, le Wi-Fi 6 et la 5G. Ensemble, nous nous interrogerons pour savoir si elles sont plutôt amies ou ennemies. Mon premier invité est Laurent Lachèvre. Bonjour Laurent. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Tu es responsable production à l'AMEL, la métropole européenne de Lille, et tu nous feras part de tes retours d'expérience et d'usage sur la mobilité, en particulier au travers de la 4G et du Wi-Fi 5. Mais aussi, nous avons avec nous Christophe Poulain. Bonjour Christophe. Bonjour David, bonjour Laurent. Bonjour Christophe. Tu es référent solutions radio intégrée chez Equans France et expert de ces technologies et en particulier des dernières évolutions Wi-Fi 6 et 5G que tu nous présenteras par la suite. Et avant de commencer, pour bien savoir de quoi nous allons parler aujourd'hui, je me tourne immédiatement vers Christophe, qui va nous expliquer en quelques mots et pour bien comprendre ce qu'est le Wi-Fi 6 et la 5G. David, je te propose de commencer par le Wi-Fi 6. C'est la nouvelle norme en vigueur depuis 2019 quand même, donc ça fait un certain temps, ça prend un temps pour s'installer dans le paysage, qui a été certifié par le groupe de normalisation Wi-Fi Alliance. C'est un véritable bond technologique puisqu'elle offre des débits bien supérieurs au Wi-Fi 5, des performances multi-utilisateurs, on reviendra plus tard à quoi ça correspond, une meilleure gestion des batteries des terminaux, et ça c'est très important pour bien gérer ces terminaux, et bien sûr une sécurité accrue par rapport à la 5. La 5G, tout le monde en parle depuis quelques mois, elle est en cours de déploiement sur le territoire. C'est une rupture technologique avec la 4. Pourquoi ? Elle a été pensée, imaginée sur 3 piliers principalement, et il y a un des piliers qui ne figure pas dans la 4, ce qui va nous changer de monde, c'est la latence. Donc la 5G, des débits bien significatifs, bien supérieurs par rapport à la 4, la latence très très faible, et bien sûr le Massive IoT qui va bien sûr nous faire remonter énormément d'informations vers les plateformes d'analyse. Voilà. Merci Christophe pour ces explications introductives. Je me tourne maintenant vers Laurent. Laurent, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter la métropole européenne de Lille pour situer le contexte? Alors, je vais essayer en quelques mots parce que l'AMEL a une longue histoire déjà. Donc l'AMEL est une collectivité territoriale, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Le conseil métropolitain et l'assemblée délibérante, elle est principalement composée d'élus et de maires des communes qui la composent. Et la répartition se fait proportionnellement au nombre d'habitants. Avec quand même à savoir que chaque commune a au moins un élu dans l'assemblée délibérante, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, l'AMEL est composée de 95 communes à ce jour. Je dis à ce jour parce que régulièrement, on intègre des communes. Les dernières, c'était celle de la Haute-Deule, 5 communes. Elle s'étend sur un territoire de 611 km². Elle est composée de 1 200 000 habitants. Elle a un budget de 1,8 milliard. Et 2800 agents travaillent à la métropole européenne de Lille. Alors, elle est européenne par sa position géographique, hein, frontalière avec la Belgique sur 80 km de long. D'accord. Je rappelle, hein, Pierre Mauroy a initié aussi l'Eurométropole avec nos voisins belges, qui comprend les agglomérations qui vont de Courtrai à Tournai. Alors, ses compétences sont nombreuses. Elle intervient dans une vingtaine de domaines, soit en propre, soit en délégation de services publics.
Alors, je vais vous les citer, je vais essayer d'être rapide. Au titre de l'aménagement du territoire, on retrouve le logement, l'accès au logement et les transports, motorisés ou doux. Les méthodes douces de transport, de déplacement, très à la mode. Au titre du développement durable, on retrouve les déchets, donc la collecte et la gestion des déchetteries sur le territoire d'Amel. On a l'énergie, on a le développement des espaces naturels, le bruit, la qualité de l'air aussi. Au titre de la promotion du territoire, on retrouve aussi le sport, la culture, le tourisme. L'AMEL fait tout ça. L'Europe et l'international, de par sa position géographique. D'avoir une petite anecdote hein, sur la promotion du territoire. Il y a 15 jours, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle marque d'attractivité de l'AMEL, qui est Hello Lille. Il y a 15 jours de ça, un événement est organisé. C'était le Lille Street Food Festival. Qui mettait à l'honneur la restauration de rue en fait et qui s'est déroulé au pied de Dora Technologies, donc un site d'excellence spécialisé sur le numérique. Moi j'y suis allé 2 fois, je vous invite l'année prochaine à y retourner parce que cet événement je pense qu'il va être reproduit au regard de sa réussite. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Au titre de l'amélioration du cadre de vie aussi, donc on retrouve l'accessibilité et le handicap, on retrouve la production et la distribution de l'eau potable, quand même une compétence très importante, le traitement des eaux usées, la création d'espaces naturels, l'entretien des espaces publics, de la voirie, donc des routes, les ouvrages d'art, c'est les ponts, et de la signalisation horizontale et verticale. Dernier domaine de compétences, le développement territorial et social. Donc elle intervient aussi dans l'économie et l'emploi. Donc avec des sites d'excellence, j'ai cité Eura Technologies, mais je peux citer aussi Eura Santé, la Pleine Image à Roubaix-Tourcoing, et elle intervient aussi dans l'aménagement numérique du territoire. Sujet du jour, d'ailleurs. Donc, elle intervient dans l'aménagement du territoire, c'est par exemple le déploiement du FTTH sur le territoire d'Amel, le FTTO également. Aujourd'hui, la 5G et demain, sans doute, le Wi-Fi 6 dans les espaces publics, culturels et sportifs. Alors, je peux vous parler de l'expérience du déploiement du FTTH, hein, comment l'AMEL intervient et travaille avec les opérateurs et aussi avec l'ARCEP. En fait, pour le FTTH, c'est des conventions qui ont été signées avec les opérateurs, d'accord, avec un seul engagement de la part des opérateurs, c'est une date de fin de déploiement. Sinon, pour le déploiement, c'est l'ARCEP, donc c'est l'autorité de régulation des communications, qui gère et planifie le déploiement avec les opérateurs. En gros, aujourd'hui, si l'AMEL dit, moi, j'aimerais bien que tel quartier soit déployé un FTTH avant un autre, non, c'est des choses qui ne sont pas possibles. C'est vraiment l'ARCEP qui gère et qui planifie ce déploiement. Voilà ce que je pouvais dire de la métropole européenne de Lille. Merci beaucoup, Laurent. Un bien beau territoire avec de multiples compétences à entretenir régulièrement. Et avant de revenir simplement sur les technologies de Wi-Fi 6 et de la 5G avec Christophe, est-ce que tu pourrais nous faire part, Laurent, brièvement, du besoin qui a été celui de l'AMEL quant à la mobilité au travers du Wi-Fi 4 et de la 4G? Pour que nous comprenions bien, avant que Christophe ne prenne la parole, le socle de cette aventure Wi-Fi 6 et 5G. Alors, en fait, cette aventure, elle s'est faite au travers du déménagement de l'hôtel de l'AMEL. Donc, début 2020, on investit un nouvel hôtel métropolitain. Pour ceux qui connaissent, c'est le bâtiment Biotope sur Lille qui se situe donc entre le Zénith de Lille et l'hôtel de région. C'est le bâtiment en fait qui était destiné à accueillir l'Agence européenne du médicament, qui malheureusement est partie à Amsterdam. Préalablement à cet emménagement, donc la DSI, la Direction des systèmes d'information d'AMEL, a eu une réflexion sur les besoins de connectivité des agents dans le but de répondre aux nouveaux usages. Des nouveaux usages forcément qui sont liés à la conception du bâtiment et à l'organisation des espaces de travail. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour cette mise en contexte. Mais j'aimerais un peu plus de précision quant aux besoins au travers de ce nouvel hôtel métropolitain. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus? Tout à fait. Donc, le nouvel hôtel métropolitain a été un vrai changement à bien des égards. Ces nouveaux modes de faire ont passé de bureaux fermés à des open space. Aujourd'hui, sur des plateaux, on a jusqu'à 16 agents organisés en bench de 4. Les visios, le téléphone, on se retrouve rapidement avec un bruit ambiant. Ce qui fait que les agents sont amenés à se déplacer, soit vers des espaces de confidentialité, soit vers des espaces de coworking, soit vers des espaces de réunion. Et là, on a identifié un besoin de mobilité interne dans ce bâtiment. Donc, pour répondre à ce besoin de mobilité interne dans le bâtiment,
il était nécessaire de déployer un réseau Wi-Fi 5, pour le coup, sur la totalité du bâtiment, pour répondre à ces besoins de mobilité et aussi pour répondre aux besoins d'accès, d'un accès sécurisé aux ressources numériques de l'établissement. Donc, ressources numériques de l'établissement, j'entends par application, les documents partagés, les espaces collaboratifs, la messagerie et l'intranet. Ensuite, ce nouveau bâtiment, il répond aussi à un bon nombre de normes environnementales et de basse consommation. Il est entre autres entouré d'une double peau en verre. Donc, de par cette double peau en verre, on a eu un doute tout de suite sur la couverture mobile en indoor. Donc, on a fait une étude de réception de cette 4G donc, à l'intérieur du bâtiment, et le doute qu'on pouvait avoir, il a été confirmé. Donc, une réception au signal 4G insuffisant, voire absent à certains endroits du bâtiment. Donc, pour prolonger ce signal, on a déployé une infrastructure DAS. Donc, une infrastructure DAS, c'est un système d'antennes distribuées pour créer ce réseau mobile indoor et pour prolonger le signal à l'intérieur du bâtiment. Pour nous, il était important de le faire. 3/4 des agents sont équipés en téléphonie mobile, pour moitié en smartphone et pour un quart en téléphone mobile voix. Donc, on se devait d'assurer cette couverture 4G indoor de qualité. Donc, vous voyez bien la distinction entre les deux réseaux. D'un côté, le Wi-Fi, donc un réseau sécurisé pour accéder aux ressources de l'entreprise en mobilité interne dans le bâtiment, et de l'autre, un réseau mobile pour l'usage du smartphone, que tout le monde peut en avoir aujourd'hui, que ce soit pour des usages professionnels ou personnels. J'entends par là la réception et l'émission d'appels voix de qualité, accès à sa messagerie, accès à l'Internet, accès aux réseaux sociaux, pouvoir faire des photos et les envoyer, accès à l'intranet. Voilà ce que je peux vous dire de notre expérience, Mel, David. Parfait, Laurent, merci beaucoup. On comprend mieux les usages qui sont liés au Wi-Fi et à la 4G ou la 5G. La 5G en particulier, elle a fait beaucoup parler d'elle à son lancement il y a quelques mois. Quelle est l'approche de la métropole sur ce genre de sujet? Alors, comme dans beaucoup de villes, hein, l'arrivée de la 5G a suscité pas mal d'inquiétudes et a fait du bruit. À Lille, d'emblée, le décor était planté. C'est un moratoire qui a été appliqué sur le déploiement. Et ce moratoire a été appliqué à compter d'octobre 2020. Donc, en fait, il a fallu attendre l'avis de l'Agence nationale de santé, donc l'ANSEE, déclarant que les ondes n'avaient aucun effet néfaste sur la population, sur la santé des citoyens, pour qu'un accord se trouvait entre opérateurs et mairie, avec l'arrivée officielle de la 5G au 15 juillet 2021. Donc cet accord, en fait, ça s'est traduit par une charte qui formalise quelque part un déploiement raisonné en incluant une inclusion numérique. Donc selon cette charte, chaque opérateur devra accompagner les acteurs du territoire, les collectivités locales, les associations, les centres sociaux, les plus démunis de la métropole. Et aussi dans le cadre de la coordination de l'inclusion numérique pilotée par la métropole européenne de Lille. Alors ces sujets pour une commune ou une collectivité sont des sujets très sensibles, parce que les enjeux sont bien plus politiques que techniques. Elles ont un choix à faire, c'est privilégier la santé des concitoyens ou soit privilégier le développement économique du territoire. À savoir que même si le déploiement de la 5G est une compétence de l'État et que les opérateurs auraient très bien pu passer en force, c'est-à-dire déployer sans l'avis des collectivités locales, bon, il est toujours préférable de travailler et d'avancer avec les acteurs locaux du territoire. Ce pourquoi, pour derrière avoir une adhésion globale de la 5G ici et éviter un déploiement anarchique des antennes sur le territoire. C'est bien évident, on obtient de bons compromis pour ces nouveaux usages bien développés et bien acceptés, notamment pour des nouvelles technologies comme le Wi-Fi 6 et la 5G. Christophe, je me tourne désormais vers toi pour mieux comprendre les apports et les spécificités de ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Alors déjà, je vais rebondir ce qu'a dit Laurent, c'est que les réseaux d'aujourd'hui nous semblent assez satisfaisants pour nos besoins. Le fait d'introduire de la 4G dans les bâtiments, le fait de passer à un Wi-Fi 5, c'est quelque chose qui est suffisant. Maintenant, on demande d'imaginer les réseaux de demain.
c'est-à-dire des réseaux qui vont être très résilients, où il n'y aura aucune perte de paquets, ce qui va bien sûr ouvrir la très faible latence, donc la voiture autonome, et avec des débits de fou, des débits x20 par rapport à maintenant. Ce sont les réseaux. Alors ça, c'est la 5G et Wi-Fi 6, bien sûr. Ces deux technos pourront nous ouvrir la porte de ces piliers. C'est ce que va nous offrir ces réseaux. Une belle promesse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de cette promesse, en particulier sur la 5G? Alors, la 5G, qui est en cours de déploiement, va pas se faire, va s'étaler dans le temps. C'est-à-dire que les opérateurs ne vont pas mettre de la 5G efficace tout de suite. Ça va se faire par palier. C'est-à-dire qu'ils vont garder leur cœur de réseau 4, mais ils vont changer les têtes radio en une nouvelle technologie pour la 5. Et après, plus tard dans le temps, on viendra à des cœurs, des nouveaux cœurs 5G. Voilà comment va se passer en France et en Europe le déploiement de la 5G. La 5G peut se faire sur plusieurs fréquences. On a entendu, les opérateurs ont acheté la nouvelle fréquence en 3 Go 5 il y a à peu près 1 an. Mais il y a aussi une autre bande de fréquence qu'il va falloir surveiller de très près, c'est la bande 26. Donc 3,5, David, tu vois, 26, le gap est très grand. Donc ça va nous offrir des largeurs de bande tellement grandes que on pourra passer plus de 20 gigas par utilisateur. Donc, ce qu'il faut retenir de la 5, c'est quoi? C'est un réseau de télécommunications très fiable, avec la capacité de résoudre les enjeux de demain. J'entends par là, prenons par exemple les défis environnementaux. Le défi, ce sera de résoudre une équation qui ne cesse de se tendre, c'est de faire autant avec plus d'êtres humains. Il faut donc, pour moi, augmenter l'efficacité de nos systèmes. Il faut augmenter l'intensité technologique pour y arriver. Plus on introduit d'éléments ou d'informations dans un système, plus il est efficient. La 5G a été imaginée et dimensionnée pour cela. La 5G va apporter des gains de productivité aux entreprises, tout en réduisant l'empreinte carbone. Le déploiement progressif de la 5G représente une nouvelle phase vers une révolution industrielle induite par le numérique. La 5G n'est pas non plus accessible que par les opérateurs historiques. On aura la possibilité, comme en ce moment, d'avoir son propre réseau 4G et on aura son propre réseau 5G. Voilà. Ça donne une belle envie sur la 5G, mais alors le Wi-Fi 6 dans cette affaire? Eh ben, le Wi-Fi 6, il n'a pas à rougir entre nous. Le Wi-Fi 6, il avait deux problématiques à résoudre. Le Wi-Fi est une fréquence libre, donc il y a quand même certaines interférences entre les cellules, ce qui peut faire diminuer les bandes passantes dans les débits, et aussi il y avait une certaine congestion dès qu'il y avait beaucoup d'outils dessus. Le Wi-Fi 6 résout ces problèmes-là. Il apporte des performances multi-opérateurs par une nouvelle modulation qui vient de la 4, donc c'est l'OFDMA pour être plus précis. Ça permet de traiter des signaux plus efficacement sur la bande passante. Après, vous avez le MU-MIMO, c'est ni plus ni moins une nouvelle technologie qui permet de faire passer 8 coms simultanés, donc qui permet d'évacuer le système. Vous avez aussi une autre brique technologique qui vient d'apparaître, c'est en anglais. Alors, je ne suis pas tellement bon en anglais, veuillez m'excuser pour mon accent, c'est Target Work Time. C'est-à-dire que le réseau va simplement solliciter le terminal ou le device quand il en aura besoin. Donc, il va réduire la batterie. Ils ne sont pas sans cesse en communication. Et le dernier point, c'est bien sûr la gestion des objets connectés. Il va y avoir une bande passante de 20 MB exprès sur le Wi-Fi 6, ce qu'on peut imaginer à une piste réservée pour les vélos. Voilà. Très bien. Donc, en fait, si on résume la 5G et le Wi-Fi 6 sur leurs avantages, ça donne quoi? La 5G, pour moi, il y a 3 intérêts à date. C'est la décongestion, bien sûr, du réseau 4, qui commence à être saturé. La 5G va permettre aux entreprises d'optimiser certaines procédures chez eux pour augmenter l'automatisation, la fluidité des tâches en interne, et va permettre de nouvelles applications
comme je l'ai signalé, c'est vraiment la latence qui va être le point fort de la 5G. Le Wi-Fi, qui sera plus facile à déployer puisque ce n'est pas soumis à la licence. Tout le monde demain peut passer à un Wi-Fi 6. C'est proposer tout de suite à des écoles, à des stades, à des hôpitaux, d'absorber une forte capacité et aussi digérer des zones urbaines très denses. Moi, je vois principalement, c'est plus facile aujourd'hui de déployer du Wi-Fi 6, voilà, que de la 5G, qu'on s'imagine encore à aujourd'hui simplement dédié pour l'extérieur, mais la 5G va aussi s'inviter à l'intérieur des bâtiments, tout comme la 4, puisqu'on en a besoin. Merci Christophe. Mais quand on a toutes ces informations, Laurent, comment on les traite au niveau du territoire de la MEL? Comment on les traite au niveau d'un ensemble comme celui auquel vous participez? Et qu'est-ce qui va l'emporter? Qu'est-ce qu'on va en faire de ces nouvelles technologies? Je pense que c'est avant tout l'utilisateur final, qu'il soit professionnel ou citoyen, qui va l'emporter. Avec à la clé une meilleure qualité de service et de nouveaux services. Par 5G, on entend, vous l'avez entendu, hein, c'est temps réel et objets connectés. On a bien compris les intérêts économiques et les apports de la 5G évoqués par Christophe. Éviter la saturation des réseaux actuels, optimiser les process et développer les nouvelles applications, en particulier dans le domaine du médical. Et on a vu depuis le début de la pandémie combien ce secteur est vital pour chacun d'entre nous et pour la société. Sa mise en tension est littéralement insupportable, c'est-à-dire non supportable par la société. Et on a bien en tête désormais les domaines d'application couverts par la technologie Wi-Fi 6. C'est les entreprises, les écoles, les universités, la santé, l'événementiel, le tourisme, mais aussi l'industrie. Donc ces technologies sont à mon avis ni amies ni ennemies, mais elles sont plutôt complémentaires. Elles interviennent sur des champs distincts, en fait c'est la clé de leur complémentarité. Très bien. Merci à nos deux débatteurs pour nous avoir dessiné ce tableau sur les usages du Wi-Fi 4, du Wi-Fi 5, pardon, et de la 4G. On s'en mêle avec tous ces chiffres, et du Wi-Fi 6 à venir et de la 5G qui viendra aussi. On va passer maintenant à notre séquence questions-réponses. Et je vous propose immédiatement de vous en poser une première, messieurs. La première, on nous parle d'une implantation raisonnée des antennes, mais dans la réalité, c'est un peu différent. Par exemple, on pose des blocs radio sur terrasse d'une tour sans s'occuper du pont radio existant pour la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Alors, j'essaye de comprendre exactement la question. En fait, l'implantation raisonnée des antennes, c'est quoi? En fait, c'est les collectivités locales demandent aux opérateurs de se parler avant de déployer des antennes. Je veux dire, pour rationaliser en fait les endroits et le nombre d'antennes. C'est ça un déploiement raisonné. Après, en effet, étant donné que les opérateurs sont tenus de pas grand-chose, on peut rencontrer en effet à certains endroits des déploiements, je dirais, d'antennes qui ne seraient pas les plus opportuns et les plus attendus. Mais ça, c'est la vie de tous les jours, quoi. De l'importance de la concertation sur le territoire. D'où l'importance de la concertation sur le territoire. Je vais répondre à la question, est-ce que la 5G est entièrement déployée? Non, on est très très loin du résultat. Ce sont les grandes agglomérations et la tâche est assez lourde pour les opérateurs. Donc, je dirais qu'il y a une feuille de route qui est rédigée. L'État prévoit que les opérateurs, que les grands axes, les autoroutes soient totalement déployés d'ici 2025. D'accord. Pour vous donner un ordre d'idée. Mais non, on est très loin du déploiement. Surtout si on change de fréquence, c'est très simple à comprendre. Plus la fréquence est haute, moins on va loin. Donc là, en ce moment, les opérateurs Free déploient principalement dans des fréquences beaucoup plus basses. Donc, ils pourront sûrement proposer de la 5G plus largement que les autres. Mais dites-vous bien que la bande passante est beaucoup plus petite, donc ce ne sera pas de la vraie 5G, comme moi je pourrais l'entendre ou d'autres personnes. Si on veut de la 5G tout de suite, on peut proposer la Corée pour utiliser immédiatement. La Corée ou les États-Unis, oui, tout à fait. Ils sont bien en avance par rapport à nous. Par contre, nous, en Europe, on est les premiers. Nous ne sommes pas les derniers au niveau du déploiement. Merci, Christophe, pour cette précision.
Un cas d'usage qui nous est demandé, est-ce qu'on pourrait imaginer pour un événement la caméra nomade qui viendrait s'appuyer pour son débit sur la 5G ou sur le Wi-Fi? Quel serait le meilleur des deux? Oui, tout à fait, on pourra. Les deux systèmes pourront facilement le digérer. La 5G, la très faible latence de la 5G, pour vous donner un ordre d'idée, la 4, nous sommes à 10 millisecondes, la 5G de demain sera 1 milliseconde. Donc ces 1 milliseconde va servir pour les voitures autonomes, pour les drones, pour la télémédecine. Ça, ce sont les usages. Par contre, pour de la vidéo en mobilité où la latence et la mobilité n'est pas énorme, vous pouvez très bien utiliser soit le Wi-Fi 6, soit la 5G. Très bien, merci. On vient de parler de la Corée, on a parlé des États-Unis et chez nous en Europe. Alors, quand j'expliquais, on est principalement les premiers à avoir déployé en cours de déploiement la 5G. On n'a pas à rougir, je n'ai pas les chiffres en tête, je pourrais vous les transmettre, mais on doit être le deuxième en termes de déploiement. Okay. Une question spécifique pour toi, Laurent, sur la partie du nouvel hôtel métropolitain, sur cette double paroi en verre qui a eu un effet négatif sur la partie 4G. Comment on peut imaginer par la suite imaginer la connectivité tout en prévenant le BTP qu'il faut peut-être avoir une petite attention pour éviter ce genre de mésaventure par la suite? Comment dire? Alors, je ne sais pas si j'aurai vraiment la réponse à cette question. Comment concilier? C'est peut-être demain travailler avec d'autres matériaux que le verre ou des choses comme ça qui laissent passer un peu plus les ondes. Mais pour la petite histoire, il faut savoir que dans notre ancien bâtiment, qui était en fait là du coup fabriqué avec beaucoup de béton, la réception était aussi à l'époque insuffisante. Et on avait dû implémenter aussi dans le bâtiment, alors une infrastructure de DAS beaucoup moins dense que celle d'aujourd'hui, mais on avait dû, parce qu'à par endroit la réception était quasi inexistante, on avait dû également déployer des antennes sur l'ancien bâtiment. Alors, pour compléter, je pense que c'est pas le BTP qui va changer, puisque le BTP fait tout pour réduire les émissions de carbone, il fait tout pour proposer des immeubles bien plus performants. Je dirais que c'est plutôt à la radio de s'inviter à l'intérieur. On a tous les outils pour le faire. Dites-vous bien que le réseau, ce qu'on appelle le réseau macro-opérateur, la couverture extérieure, n'est pas dimensionné pour ce qu'on appelle l'indoor. Voilà. Les opérateurs s'occupent de l'extérieur, ils ne s'occupent pas de l'intérieur. Mais il est possible maintenant techniquement, et Laurent l'a fait, de réinjecter des signaux 4 ou 5, bientôt 5G à l'intérieur des bâtiments. En fin de compte, la performance énergétique du bâtiment qui vient un peu contrecarrer la performance radio est pleinement résolvable grâce aux technologies qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, une question pour tous les deux, la place de la radio dans les territoires connectés dans la Smart City. Je peux commencer. Oui, aujourd'hui, on se retrouve à pas mal de réseaux quand même pour remonter ce qu'on appelle l'IoT, pour mieux gérer les Smart City. Vous avez des réseaux bas débit qui se déploient énormément partout dans le monde. Je pense entre autres à Sigfox, qui fait partie de ces réseaux-là. Et on en revient toujours à la même chose, c'est le cas d'usage qui va définir le réseau. Moi, je pense qu'il va falloir un réseau universel. On n'y est pas prêt. On n'y est pas prêt parce que les réseaux Wi-Fi et les réseaux cellulaires vont perdurer en parallèle. On pense déjà au Wi-Fi 6E, il y a une variante là en 6E, et Wi-Fi 7. Et on parle bien sûr de la 6G déjà dans les instituts. Donc ces deux réseaux-là vont perdurer. Maintenant, c'est une histoire de coût, tout simplement. Est-ce qu'on va retrouver comment on va pouvoir assumer les dépenses liées au réseau qu'on va déployer? On peut très bien le faire en réseau bas débit, sauf que les réseaux bas débit sont généralement unidirectionnels. Ouais. C'est le capteur qui envoie son information et dans un temps où il ne faut pas être trop exigeant. Par contre, la 5G va digérer, va être bidirectionnelle, va être en temps réel. Donc, tous les cas d'usage vont augmenter dans les Smart City.
Je vous donne un exemple. Il y a un accident, l'ambulance doit aller sur place, elle régule les feux elle-même. La 5G va reconnaître l'ambulance, va ouvrir les feux au vert, vont arrêter les autres voitures, ils vont arriver sur place, ils vont pouvoir faire des diagnostics sur place et voire même opérer sur place. C'est ça la 5G. Comment on s'empare de tout ça sur un territoire comme celui de l'agglomération d'Amel? Alors, sur l'agglomération d'Amel, bon, la Smart City, c'est un terme, la ville intelligente, qu'on parle depuis déjà une dizaine d'années. Et je pense que, et c'est pas seulement le cas de la métropole européenne de Lille, hein, c'est pas un cas unique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement trouvé les cas d'usage qui auraient permis un déploiement important d'objets connectés. Aujourd'hui, les objets connectés ici sur la métropole européenne de Lille, c'est des capteurs pour le bruit, pour la qualité de l'air, c'est des choses comme ça. Et aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup plus, quoi, si vous voulez. Donc, véritablement, les usages, comme tu l'as dit, Christophe, et comme tu confirmes, Laurent, ils viendront utiliser ce qu'on leur met à leur disposition et viendront aussi pousser le déploiement de cette mise à disposition. D'ailleurs, à propos de cette mise à disposition, on a une question sur Usain Bolt, entre guillemets. Et alors, la quête du réseau toujours plus rapide est-elle sans fin? Tu viens quasiment de nous le dire avec le Wi-Fi 7. Oui, ça sera. On n'est jamais satisfait en fin de compte. Donc, ça sera sans fin, les objets connectés. Et en plus, on va, et ça existe déjà, on parle de l'intelligence artificielle qui va gérer toutes ces données-là, qui va nous les retransmettre, les digérer, les analyser. Non, c'est un bel avenir qui nous attend. Ça nous promet de l'aménagement tout le temps. Et voilà. Je confirme. Une petite question sur la partie 6G qui est un chantier sur le papier depuis 2016. Qu'est-ce que vous avez en confirmation là-dessus? Moi, je dirais bien, terminons et installons la vraie 5G. Là, on en a pour 10 ans. La 6G est basée sur, bien sûr, on va augmenter une fois de plus les débits, on va passer par le satellite. Depuis 2016, c'est plutôt la norme 5G, hein, avec les releases 15, 16, 17, là, qui sont en train de former les 3 piliers de la 5G. On les rédige, on les teste, et on va les déployer mondialement. C'est la force des réseaux cellulaires, un peu comme le Wi-Fi. Il y a des instituts qui donnent les règles de tout ça. Voilà, moi je ne vois pas la 6G avant 10 ans arriver sur la planète. C'est bien ça, la 6G on l'annonce pour 2030. Et actuellement, c'est la course au brevet, je dirais, entre les Chinois et les Américains principalement. Bon, on est bien dans l'objet de notre débat, c'est-à-dire qu'il faut bien un socle, la 4G et le Wi-Fi 5, avant de démarrer sur les technologies suivantes pour pouvoir imaginer la suite et les nouveaux usages. Une question dans les usines. Une question sur l'usage dans les usines que tu nous as évoqué pendant le débat, en particulier sur une usine. Forcément, il faut tenir les poteaux, il faut tenir les planchers, etc. Il y a du fer, etc. un peu partout. Comment on peut améliorer ce positionnement sur la mobilité, quelle que soit la technologie utilisée par ailleurs? Alors la radio, oui, n'aime pas le faire. Hein. C'est rédhibitoire. Par contre, on a tous les outils maintenant pour modéliser les réseaux. On fait des simulations. Le Wi-Fi 6, c'est des réseaux libres. Les fréquences du Wi-Fi 6, le 5 ou le 7, c'est basé sur des fréquences libres, tout le monde peut l'utiliser. Donc ça veut dire que c'est quand même soumis, c'est quand même plus sensible aux interférences. Hein. C'est simple, plusieurs personnes, Laurent est une cellule, toi tu es une cellule, si tout le monde discute en même temps, eh ben, on ne va pas s'entendre. La radio, c'est pareil. Par contre, la 5G, il n'y a qu'une fréquence, c'est bien organisé, c'est un peu plus fonctionnel. Donc oui, dans les usines, il y a beaucoup d'interférences, mais c'est gérable, il suffit de faire une bonne ingénierie, d'aller sur place, et après il faut trouver un équilibre et savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Maintenant, mettre des robots dans une entreprise, moi le Wi-Fi 6 c'est plutôt 50 millisecondes, là où la 5G en 26 gigas est à 1 milliseconde. Donc je dirais que c'est plutôt de la 5G privée. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que nous allons faire une expérimentation 26 gigas sur le parvis de la Défense, et qui sera mise à disposition pour n'importe qui, pour pouvoir tester les objets de demain. Tout le monde est invité, donc ça c'est une expérimentation qui va se faire d'ici la fin de l'année. Merci, il faut venir donc à la Défense avec sur Paris. Un petit bout de l'usine pour tester la chose. Merci beaucoup.
Une complémentaire sur la question précédente sur la partie usage, sur la perte de paquets. Perte de paquets, Wi-Fi, oui. Hein, je ne vais pas vous mentir, que ce soit le 5, 6 ou 7, tout est lié à la fréquence. Hein, tout est lié à l'ingénierie, il va y avoir des pertes de paquets. Concernant la 5G et la vraie 5G avec des cœurs de réseau 5G, avec des 4, avec des fréquences beaucoup plus hautes, imaginez-vous que la voiture autonome, on n'a pas le droit à des pertes de paquets. Voilà, donc c'est prévu pour. Très bien. Le déploiement total en France et en particulier dans le Nord sur la partie 5G, est-ce qu'on a une première idée? Non, moi je l'avais pour le FTTH, mais pas pour le 5G. Je ne sais pas si tu l'as, Christophe. Date de fin. La date de déploiement total pour la partie 5G et ça va se faire jusqu'en 2028-2030. 2028-2030. Bon. Alors, quels sont les équipementiers que l'Europe, la France ont choisis pour pouvoir déployer cette fameuse 5G? Tout le monde se rappelle on va dire des histoires, mais du passage de Huawei. Huawei qui a été fortement secoué par les institutions américaines. En France, c'est principalement Ericsson et Nokia qui a été retenu par les opérateurs. Il n'y aura pas de cœur Huawei, de cœur réseau, tout simplement parce que c'est l'ANSSI qui donne ces recommandations-là, l'ANSSI, l'Institut de sécurité informatique. Donc les cœurs en France pour tous les opérateurs, c'est soit Nokia, soit Ericsson. Et après, vous pouvez avoir des têtes radio, puisque tout est normalisé, hein, on peut mettre plusieurs constructeurs sur le réseau, il peut y avoir des têtes radio Huawei chez certains opérateurs. Très bien. Sur une voiture autonome, est-ce que la MEL serait candidate pour ce genre de test grandeur nature? Je pense qu'il faudra d'abord éprouver le concept, oui, avant d'y passer, quoi. Enfin, voiture autonome quelque part. Moi personnellement, ça me fait peur quand même, quoi. Moi, je lève la main pour la tester si vous me libérez les autoroutes. Hein. Ça me convient très bien. Donc, je vais répondre à la question concernant les réseaux 4G et 5G privés. Donc, oui, vous pouvez demander, et c'est ce qu'on fait en ce moment, nous, chez Equans, on déploie un réseau 4G privé pour le Grand Paris Express. Nous sommes à côté de Nokia. Mais vous pouvez demander maintenant à l'ARCEP à libérer des fréquences pour faire un réseau 4G privé. Donc ça, c'est possible et Equans sait le faire. Sait vous accompagner. Un réseau 4G est un peu plus compliqué qu'un réseau Wi-Fi, puisque il y a quand même plus de structures dans l'architecture. Il y a un réseau IP-MPLS à mettre en place. Il y a de la radio. Il y a aussi beaucoup d'applicatifs. Hein. Tout ça est maîtrisé chez nous en interne. Et concernant les réseaux 5G, oui, mais c'est pareil. Si on utilise la bande de fréquence 4, ce ne sera pas un réel 5G comme moi je l'entends. Je dirais que c'est plutôt la bande 26 là qui sera plus adéquate, plus performante pour, si vous voulez, des réunions virtuelles, pour des robots bien plus efficaces. Voilà. Nous savons prendre en main les réseaux 4G et 5G. Les solutions NAS, est-ce qu'on doit obligatoirement prévoir des relais dans les bâtiments et en complément des hôtels, pensez à l'hôtel métropolitain évidemment, et en complément des antennes des opérateurs? Est-ce que c'est une nécessité? Ouais, je peux répondre. La règle est très simple. Il n'y a que les opérateurs qui ont droit d'amplifier leurs propres signaux. Je m'explique. Si vous avez un bâtiment en souffrance et que vous voulez récupérer le signal à l'extérieur, le capter, l'amplifier dans le bâtiment et le diffuser, seul l'opérateur a le droit de le faire. Un intégrateur comme nous n'avons pas le droit, la fréquence ne nous appartient pas. Voilà. Maintenant, nous pouvons, et il y a une charte qui est en train de se rédiger avec tous les opérateurs, nous pouvons, Equans,
tout autre intégrateur peut proposer maintenant une architecture dans le bâtiment, mais là, les opérateurs vont venir se brancher directement sur l'architecture. Je comprends. Donc on peut déployer le système et après l'autorisation d'utiliser, c'est l'opérateur. On peut l'imaginer, le concevoir, le déployer et le maintenir. On le fait très très bien chez nous. Merci. Une question sur la taille. Le gros débit, est-ce que c'est obligatoirement sur une courte distance, donc avec une multiplication des antennes de partout? On n'a pas le choix, oui. Voilà, la règle est très simple, c'est plus on monte en fréquence, plus la largeur de bande est plus large, donc on peut faire passer plus d'informations. Voilà. Donc on n'a pas le choix. Et la 5G, on va bientôt voir arriver des small cells dans les villes. C'est des petites antennes. Là, pour l'instant, ce qui se passe, ce sont des antennes sur les toits, sur les pylônes. La 5G va concevoir ce qu'on appelle des small cells dans les villes, sur des réverbères. Ça va se multiplier pour augmenter les débits. Facteur nucléaire, non, plaisant. Une promesse. Le Wi-Fi 5 est déjà régulièrement saturé dans les moyennes et les grandes agglomérations. Comment on va venir intercaler le Wi-Fi 6 au milieu de toutes ces fréquences déjà utilisées? Et est-ce qu'on ne va pas avoir évidemment des perturbations complémentaires avec ce double usage? C'est le problème des réseaux avec des fréquences libres. Ouais. Le gendarme, c'est vous-même, c'est chacun. Donc oui, ça va s'amplifier. C'est un peu le talon d'Achille de la Wi-Fi. À ce moment-là, les 4G et les 5G sont plus favorables. Ils sont plus favorables puisque c'est réglementé et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec ces fréquences-là. Une petite question sur une technologie qu'on appelle le DECT, le Digital and Cordless Telephone, que l'on utilise historiquement dans les usages de téléphonie, donc qui est la plupart du temps branché sur la téléphonie de l'entreprise et qui déploie des antennes. Qu'est-ce qu'on va historiquement en faire de cette chose? Alors, je peux en parler du DECT. C'est une technologie qu'on a déployée à un moment donné dans les bâtiments de la métropole européenne de Lille. Son inconvénient, c'est qu'il utilise une infrastructure dédiée, donc un réseau, toute une infrastructure dédiée. Aujourd'hui, on est plutôt parti vers la convergence de tous les moyens de communication vers de l'IP. En exemple, nous, ici, sur notre nouvel hôtel métropolitain, nous n'avons pas déployé de DECT. Pourquoi? Parce que c'est coûteux, une infrastructure dédiée. Donc forcément, c'est des coûts supplémentaires de maintenance, en acquisition. Donc voilà, on a fait le choix de ne pas déployer de DECT sur le nouvel hôtel métropolitain. Alors l'alternative, ça peut être quoi? Ça peut être, je veux dire, un téléphone mobile voix ou une solution de communication unifiée, voilà, qui s'arrange pour gérer tous les appels, transférer du fixe vers le mobile et inversement. Enfin voilà, les alternatives sont là. L'objet étant que l'unification des réseaux vient à épurer un peu le dessin sur les technologies complémentaires. L'IoT aujourd'hui, est-ce qu'on va toujours l'utiliser? Est-ce qu'on va toujours utiliser le réseau LoRa? À contrario de cette arrivée de la 5G qui, comme tu l'as dit, permet d'envoyer énormément d'informations. Et contrairement à LoRa qui en permet un peu moins, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cet objet IoT? Les réseaux LoRa vont perdurer. Oui. Pour quelques années, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain, ça c'est une certitude, c'est une question de coût. Il y a des clients, des utilisateurs qui n'ont pas besoin d'avoir une remontée d'informations en 1 milliseconde, n'a pas besoin d'agir sur un capteur pour arrêter l'incident. Donc oui, les réseaux LoRa type bas débit vont perdurer. Et en plus, les réseaux LoRa sont peu énergivores. Merci David. C'est-à-dire que les capteurs peuvent tenir facilement 8 à 10 ans. Par contre, si vous voulez de la vidéo en temps réel, ce sera surtout pas les... Donc les cas d'usage vont définir le réseau, tout simplement. Si vous avez besoin d'une mobilité, prenons l'exemple d'une entreprise, si vous voulez mettre en place des chaînes de production où vous devez gérer la latence, et s'il y a un défaut qui doit être géré en très peu de temps, ce sera la 5G. Par contre, si vous voulez des réseaux où vous voulez faire passer de la voix sur IP, de partager des dossiers, d'utiliser votre téléphone ou votre PC, le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E va très bien le faire. Attention, les coûts sont quand même pas les mêmes entre un réseau Wi-Fi 6 et un réseau 5G.
le gap est assez important. Et si on a besoin d'informations en ping, la partie LoRa sera très bien faite. Oui, très bien. Parfait. On a 3 technologies à notre disposition. L'ANSSI, notre organisme de régulation qui nous avertit de tous les problèmes de sécurité informatique par rapport aux objets connectés. Quelles sont les préconisations d'un point de vue général de l'ANSSI sur ce sujet? Alors l'ANSSI ne va pas vous dire choisissez telle ou telle raison. L'ANSSI, c'est beaucoup plus large. Faites attention. De toute façon, si vous voulez vraiment rendre un réseau totalement sécurisant, il ne faut pas le donner à l'extérieur. Il ne faut pas le connecter à Internet. Il faut que les mises à jour des terminaux se fassent de manière autonome sur des serveurs privés. Et ce n'est pas l'avenir. En tout cas, nous, on est dans les réseaux de demain, c'est plutôt une ouverture. C'est sûr que les défis de demain, ça va être la cybersécurité de tous les objets. Et puis, et voilà, donc l'ANSSI nous met en garde et elle a raison de le faire, malgré que le Wi-Fi 6 a une nouvelle sécurité en WP3 et la 5G a aussi des automatisations, des certifications, qui est tout ça très bien géré, très bien digéré. Mais attention au danger, je dirais que chaque réseau doit être imaginé par des experts pour éviter des fuites à l'extérieur. Ah bien. Ça vient tout à fait en complément de ce côté expertise sur comment conseiller dans un environnement industriel. Est-ce qu'on partirait plutôt pour la communication sur de la voix sur Wi-Fi, de la 4G, 5G, du DECT ou je ne sais quoi encore? Alors, quand on prend l'historique des réseaux, on voit très bien que les réseaux cellulaires sont partis de la voix. Le Wi-Fi est parti de la data. Voilà. Et les deux mondes se croisent là. Donc, alors oui, le Wi-Fi, le VoWiFi fonctionne très très bien. D'ailleurs, ça fonctionne très bien chez moi, si vous voulez tout savoir. Sauf qu'il n'y a que moi ou quelques utilisateurs. Je dirais la question c'est le nombre d'utilisateurs qui va utiliser ce réseau-là. Et si c'est un réseau qui va être tout neuf, oui, il pourra être imaginé, dimensionné pour digérer la voix. Mais si vous partez d'un réseau existant pour l'upgrader, là, je dis attention au danger. Ce sont les réseaux cellulaires qui ont été imaginés pour digérer la voix. Merci Christophe. Merci Laurent pour nous avoir éclairé sur toutes ces questions qui nous ont été posées. Merci beaucoup pour toutes ces questions et ces échanges dynamiques sur ce quart d'heure qui a été un peu plus long que prévu, mais tant mieux. Merci à tous pour toutes ces questions. Et maintenant, j'aimerais arriver à ce petit résumé de fin de session, cette conclusion. Est-ce qu'on peut en quelques mots répondre à la question d'entrée? Le Wi-Fi 6 et la 5G sont-ils amis ou ennemis? Christophe, qu'en penses-tu? Alors, la 5G couplée au Wi-Fi 6 va changer notre façon de vivre. Donc pour moi, ils sont amis et pas ennemis, David. Ils seront complémentaires et tout dépend des usages que vous voulez faire et du lieu où vous allez être, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments que constitue la vie. Vraiment. Et toi, Laurent, qu'est-ce qu'on en pense? Je suis du même avis que Christophe. Je pense que c'est, en effet, ces technologies ne sont sûrement pas ennemies, elles sont tout simplement complémentaires et répondent à des cas d'usage différents. Donc, je pense que ces technologies ont un bel avenir, au moins dans les 10 prochaines années pour la 5G. Je pense qu'elles participeront à la réduction de l'empreinte carbone. On peut très bien imaginer qu'elles vont se substituer à des placements motorisés dans bien des cas d'usage, ou comme alternative au FTTH, peut-être dans les zones blanches. Un petit bémol, on a parlé d'ANSSI, je ne pensais pas que l'ANSSI allait être citée aujourd'hui, mais un petit bémol quand même, c'est au regard de la menace cyber toujours plus préoccupante aujourd'hui, et qui fait que tous les SI aujourd'hui sont vulnérables. Je pense que quel que soit le cas d'usage, il ne faut pas qu'on s'appuie à 100% sur le numérique. Et je pense qu'il faut avoir une alternative à un moment donné, un coup d'avance pour éviter une paralysie. Je pense que c'est très important. Merci à tous les deux pour cette conclusion. Si je peux me permettre un résumé, on a à notre disposition un beau panel de technologies et les cas d'usage dictent, en fin de compte, la façon dont on les utilise. Il me reste très simplement à vous remercier tous pour votre écoute et votre participation très active au travers des questions, nous l'avons vu, à cette édition de Refaisons le monde avec nos clients. Et à chaleureusement remercier Christophe
et Laurent pour leur participation et leurs éclairages de qualité à ces échanges. Merci à tous à nouveau et à très bientôt. Merci. Au revoir.